Bonsoir, nous accueillons ce soir la directrice d'un opérateur télécom guyanais, Madame Christine Cheng. Bonsoir Madame Cheng. Bonsoir Monsieur Merlin. Alors avant d'en savoir un peu plus sur votre entreprise, qui on le rappelle est un opérateur télécom spécialisé dans l'ingénierie, la pose et le développement de réseaux télécoms en milieu amazonien et sites isolés, comment vous est venue l'idée de créer une entreprise qui possède une telle technologie? On parle d'être une entreprise innovante, c'est ça? Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise? Alors, c'est un faisceau, je dirais, de plusieurs éléments. D'abord, le monde des télécoms est extrêmement capitalistique. Donc, créer une entreprise de télécommunications ailleurs, par exemple dans l'Hexagone, aurait été beaucoup plus compliqué. Première chose. Deuxième chose, pour faire à peu près correctement son métier, il faut avoir une excellente connaissance du terrain. Donc de la topographie, de la géographie, etc. etc. Et en plus, bien entendu, on avait autour de nous les compétences humaines, à la fois un ingénieur télécom diplômé d'une très bonne école au niveau mondial et des compétences administratives. Et vous avez eu un cursus universitaire basé sur la finance. C'est peut-être le paradoxe, non? Alors, ou c'est complémentaire dans ce que vous faites? Je pense qu'effectivement, une des clés de la réussite, si on peut parler de réussite, parce que pour l'instant, on en est encore loin, c'est vraiment une bonne équipe avec de personnes ayant des têtes bien faites et des compétences extrêmement complémentaires. Donc, monter une entreprise, la développer, mine de rien, c'est quand même énormément de connaissances administratives très pointues. Il vaut mieux s'y connaître un tout petit peu. Alors, on voit à l'antenne là votre entreprise. Vous avez à peu près 30 employés. Quels sont les types de métiers qu'il y a dans cette entreprise? Alors, parmi les 30 employés que vous citez, il y a deux choses très différentes. D'une part, l'activité réellement de télécommunication. Parmi ceux-là, il y a bien entendu des ingénieurs en télécommunications et en informatique. Il y a également des techniciens. Tous les ans, nous recrutons, nous gardons beaucoup de membres en fait, de l'IUT de Kourou. Déjà en stage, on les accueille. Dans la limite de nos possibilités, parce que le paradoxe aujourd'hui, c'est que la croissance et le développement de la société est limité par une question d'espace, parce qu'on a des difficultés en fait à trouver des bureaux qui puissent nous accueillir, qui soient à un tarif raisonnable, etc., etc. Cependant, une fois qu'on aura réglé ce problème, et j'espère très rapidement, on recrute donc des techniciens, des ingénieurs dans le métier des télécoms. Alors la pose de fibre optique est l'une de vos principales activités. Je vous propose de revoir deux reportages que nous avions consacrés du 9 novembre 2012 et du 18 avril dernier, commentés par Claire Giroux et Renaud Terrazzoni. On en parle juste après. Souvenir, souvenir. Cette grosse bobine orange, c'est de la fibre optique. Et elle est déroulée minutieusement le long de la route de l'Est. Un peu plus loin, ce drôle d'engin est chargé d'enfouir les câbles dans le sous-sol. En l'espace de 2 mois, l'équipe a parcouru 40 km. Cet engin est une trancheuse. Elle creuse, enfouit le câble et remblait derrière elle. Pour le conducteur, les difficultés apparaissent en fonction de la nature du sous-sol. Ce chantier est une petite révolution pour les habitants installés le long de la RN2. Il va leur permettre de bénéficier d'un réseau Internet haut débit courant 2013. C'est donc une étape de franchie dans le désenclavement numérique de la Guyane. Et le programme ne s'arrête pas là. En ce moment, des travaux similaires sont réalisés au Brésil, dans l'état de l'Amapá. L'entreprise Oi installe de la fibre optique entre Macapá et Oiapoque. L'objectif final est de joindre les deux bouts sur le pont de l'Oyapock en mars 2013. Le pont sur l'Oyapock, s'il n'est pas encore ouvert à la circulation, sert de support au câble de fibre optique qui relie la Guyane avec l'Amapá. La connexion réalisée par Guyacom avec la société brésilienne Oi fonctionne depuis le 17 mars. Si on regarde cette carte-là, donc nous, on a construit sur 200 km de fibre optique de Cayenne jusqu'à Saint-Georges. Okay, de l'autre côté, notre partenaire, en fait, là, c'est le tracé de la BR 156. On arrive à Macapá.
Désormais, les liaisons numériques de l'État de l'Amapá sont sécurisées via la connexion réalisée par Guyacom. En retour, les connexions de la Guyane vont pouvoir être sécurisées via le Brésil d'ici le mois de juillet prochain. C'est à ce moment que sera connectée la liaison Belém-Macapá. La Guyane se trouvera reliée à l'ensemble brésilien. Alors, Madame Cheng, qu'en est-il depuis la diffusion du premier reportage que l'on a vu? Avez-vous réussi le maillage télécom en fibre optique sur les communes isolées, hein? C'était un peu l'objectif au départ. Alors, effectivement, cette séquence souvenir rappelle bien des choses, c'est-à-dire qu'entre 2012 et 2014, je dirais que c'est un des plus grands défis pour cette entreprise qui a été réalisé. On a, comme c'est très bien dit dans le reportage, en fait, posé de la fibre optique entre Cayenne et Saint-Georges avec l'opérateur historique national du Brésil qui est Oi. Nous avons donc réalisé cette voie express en partenariat avec eux. Ce que j'appelle voie express, on peut schématiquement ou à titre d'illustration penser à une autoroute. D'accord. Et une fois qu'on a construit l'autoroute, qui dessert, je dirais, en fait, nos deux pôles principaux en termes administratifs, Cayenne et Macapá. Après, nous avons déjà commencé, c'est la deuxième étape du projet, nous allons commencer à desservir tous les habitants, en fait, sur la RN2, progressivement, en national, départemental, vicinal, comparé à l'autoroute. Concrètement, afin que les gens aient Internet. C'est ça. À haut débit. C'est afin que le plus grand nombre puisse bénéficier d'une connectivité Internet, parce que quand on est à Cayenne, Matoury, Rémière-Montjoly, etc., on n'imagine pas, on n'imagine plus ce que c'était une vie sans Internet, surtout que quand ça a démarré, ça ne servait qu'à envoyer des mails. Maintenant, on veut regarder des films, écouter de la musique, aller podcaster les émissions de Guyane Première, c'est impossible. Alors, votre fait d'armes, c'est d'avoir obtenu un contrat important avec le Brésil, hein, on en a parlé il y a quelques instants, au dépend du principal opérateur de téléphonie mobile que l'on connaît en Guyane. Vous vous êtes montré à cette époque-là plus audacieuse dans un marché en pleine expansion. En gros, comment vous avez fait pour supplanter l'opérateur que l'on connaît tous ici et avoir le choix des Brésiliens? Je pense que au-delà, en fait, au-delà d'une concurrence qui n'est pas une réelle concurrence concernant ce projet. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'était pas une réelle concurrence? Parce que cet opérateur dont vous parlez est d'une taille telle que, de toute façon, s'ils avaient souhaité se positionner, nous aurions eu beaucoup de difficultés. Ils ont sous-estimé les communes isolées et le Brésil? Je pense que non. Je pense qu'avant tout, alors effectivement, vous avez raison. Dans un premier temps, il faut comprendre que cet opérateur est un opérateur mondial. Peut-être que leurs investissements en Europe de l'Est auraient été plus rentables. Plus rentables, d'accord. Première chose. Deuxième chose, je pense que pour avoir imaginé ce projet-là, il faut aussi avoir vraiment une vision locale des choses. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les opérateurs, et même dans les autres secteurs économiques de la Guyane, ce sont souvent des entreprises qui viennent d'ailleurs et qui appliquent une ligne directrice qui est très adaptée à la région parisienne ou à des environnements insulaires, mais qui n'a rien à voir avec la Guyane. La Guyane, en termes de densité géographique, c'est 3 habitants au kilomètre carré. C'est finalement une population de taille réduite. On ne peut pas concevoir son développement sans ses voisins et comme en région parisienne. C'est pas possible. Alors, vous venez parler de développement. Quelles sont vos perspectives de développement pour les années à venir? Les perspectives de développement pour les années à venir, je pense que on a pour habitude, traditionnellement, en fait, de réfléchir à notre développement avec l'Hexagone et avec les Antilles. D'accord. C'est un fait historique, traditionnel. Et en fait, il y a plus ou moins un consensus sur le fait qu'aujourd'hui, et de plus en plus, notre développement va se faire et doit être fait avec nos voisins immédiats. Alors, j'ai conscience Mais que... qu'entendez-vous par voisins immédiats? Le Suriname et le Brésil, systématiquement? Le Suriname et le Brésil, ou même
je dirais même le Suriname et l'Amapa. D'accord. En fait, le Brésil est d'une telle taille que l'Amapa n'a rien à voir avec l'État de São Paulo, par exemple. Donc, c'est pour ça que je précise plutôt le Suriname et l'Amapa. Mais quand je dis ça, je me rends bien compte que c'est un travail de longue haleine et c'est vraiment une vision de développement économique sur le long terme pour la région. Parce que aujourd'hui, nos exportations vis-à-vis de ces deux destinations est proche de zéro. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, on mène un travail de terrain pour justement promouvoir bénévolement le commerce extérieur de la Guyane. Ça peut paraître être juste une vue d'esprit, mais il y a réellement des choses à faire. Alors, on vous entend, on vous écoute, on prend plaisir à savoir comment vous avez créé votre entreprise et comment vous évoluez. Mais bon, la question que j'ai envie de vous poser, qui est une question basique, est-ce qu'en Guyane, un chef d'entreprise peut réussir et a les moyens de réussir? Alors, heureusement que la réponse est oui. Heureusement. Vous avez envie de les rassurer, là. Parce que souvent, certains créent des entreprises, après ces entreprises sont en liquidation judiciaire, elles font faillite. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, déjà, première remarque, pour étayer la réflexion, on a un taux de création d'entreprises qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des régions françaises. Première chose. Deuxième chose, on est en milieu dit inhospitalier. Il faut jouer de cet atout-là. C'est-à-dire que, malheureusement, je pense qu'une entreprise guyanaise qui veut être sur les rails, qui veut réussir, a un effort supplémentaire à fournir. En ce moment, l'anecdote qui revient sans arrêt à l'esprit, c'est les cabis. Les cabis qu'on met énormément de temps à obtenir alors que c'est indispensable. Et après tout, en fait, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Donc ça obère, ce type d'exemple, obère la compétitivité des entreprises guyanaises. Cependant, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer en ce moment. On est dans un tournant qui pourrait vraiment porter ses fruits. Une forme de mutation? Une forme de mutation, parce que on va très rapidement atteindre une taille critique en termes de marché. Première chose, parce que malheureusement ou heureusement en économie, il y a une question en fait d'économie d'échelle, et d'une part, et d'autre part, on est en train de mener une réflexion qui décolle bien sur les services, parce que les services, quand on parle d'exportation ou de commerce de services, on s'exonère d'un certain nombre de tracas administratifs ou de réglementations administratives, je dirais. Par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait, on a vendu un service à l'opérateur historique du Brésil, qui est Oi, qui après tout est une entreprise dont le chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires annuel, c'est leur chiffre d'affaires à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, grâce à votre projet de pose de fibre optique, donc on l'a vu, certaines communes du Maroni, de l'Oyapock peuvent désormais donc avoir Internet, alors qu'au même moment, certains habitants de Cognou-la-Mirande en situation irrégulière ne peuvent bénéficier d'un bien précieux, à savoir l'eau potable. Alors, ils creusent des puits au péril de leur vie. Lundi dernier, 3 d'entre eux sont morts asphyxiés dans d'atroces conditions. Le récit du drame avec Clotilde Séraphin. Il est 10h30 environ ce matin quand l'alerte est donnée. 3 hommes sont prisonniers d'un puits d'une quinzaine de mètres de profondeur. Parmi eux, un homme étranger au forage du puits. Il était juste allé prêter main forte. Après lui, c'est Jean-Marc qui s'y risque. Il raconte. La première chose que je demandais à les pompiers, est-ce qu'il y a la vie? Les pompiers m'ont dit oui. Bon là, j'ai force pour enlever les deux autres deuxièmes. J'ai enlevé les deux autres deuxièmes avec les pompiers. Mais en fait, ce n'est pas le coup. Ça ne marche pas parce que tous sont morts. 3 décès et des familles dans la peine. Cette femme enceinte de 6 mois vient d'apprendre que son compagnon est l'un de ceux qui a perdu la vie dans ce forage. Les 3 autopsies auront lieu mercredi, vendredi et lundi prochain. Elles détermineront entre autres si la pompe à eau retrouvée à proximité du trou était en marche. Elle aurait alors pu dégager un gaz qui aurait intoxiqué les victimes, dont 3 ont été hospitalisées, 2 pompiers et celui qui a commandé les travaux, et dont le témoignage sera capital. À noter que depuis donc ce reportage, le propriétaire du terrain où se trouvait donc le puits a été mis en examen.
est placé sous contrôle judiciaire. Madame Cheng, doit-on parler d'un drame de la misère? Alors, permettez-moi juste de faire un tout petit correctif sur juste avant la diffusion en fait de ce reportage. Nous sommes présents en fait sur le Maroni, donc à l'ouest, dans l'ouest de la Guyane, à travers une autre technologie qui n'est pas la fibre optique. Cependant, ça fait partie des projets de développement, de toute façon. Pour en revenir à Cognola-Mirande, oui, c'est un drame humain. L'habitat insalubre en général, c'est un drame humain que malheureusement nous fréquentons de trop près en Guyane, dans le sens où on voit très bien que cette terre d'accueil de toutes les communautés, même si en fait la Guyane, l'histoire de la Guyane s'est faite de cette façon-là, c'est-à-dire par apports successifs de communautés différentes, on voit tous ces gens-là arriver avec une vraie problématique sur le foncier qui malheureusement provoque des drames de cette nature, qu'on ne peut que déplorer. Que doivent faire les pouvoirs publics face à ces occupations illégales, ces problèmes de foncier? Je pense que les pouvoirs publics, on pourra toujours dire qu'on n'en fait pas assez. Je pense qu'en plus, moi-même, je vais vous dire, pour le projet de pose de fibre optique entre Cayenne et Saint-Georges, on a recherché des terrains sur cette partie en fait, de la Guyane pour installer un centre de maintenance, etc. Donc je connais la difficulté. Je pense que les pouvoirs publics... Et comment vous avez procédé, par exemple? Alors, très simplement, je vais vous dire, c'est une histoire absolument rocambolesque. À Regina, le maire a consenti à nous vendre un terrain parce qu'on le développait, ça nous servait en fait de centre technique, etc., etc. Et finalement, au moment de passer chez le notaire, on s'est aperçu qu'il y avait un souci sur le titre de propriété. Et donc, le maire de Regina, avec les services de l'État, vont, j'en suis certaine, régler le problème rapidement. Et du coup, les travaux ont stoppé? Alors, non, tout simplement parce que le maire nous a, je dirais, toléré après tout. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une situation qui est bien connue. La problématique du foncier en Guyane, qui aujourd'hui limite le développement économique des entreprises, outre que ça crée et provoque des drames de cette nature-là, des drames humains de cette nature-là, est connue de tous. Donc, chacun essaye d'être, je dirais, tolérant. Et c'est la meilleure des choses qu'on a à faire en attendant que les problèmes se règlent. Parce que on ne peut pas, malheureusement, en fait, aller plus vite que la lumière dans certains cas. Et j'en suis la première, je suis la première à le déplorer. Alors, toute autre chose maintenant, avec en politique les élections européennes. Du week-end dernier, le Front National de Marine Le Pen est arrivé en tête sur le territoire national. En Guyane, c'est la liste Europe Écologie Les Verts qui arrive en tête, loin devant l'UMP. Et juste derrière, le FN qui obtient quand même 14% des voix. Et si l'on regarde bien les résultats, le Front National arrive en deuxième position dans 13 des 22 communes de Guyane. Des résultats sans précédent commentés par certains habitants de Cayenne. La politique menée par ce gouvernement, elle n'améliore pas la condition des Antillais, des Antillanos Guyane et particulièrement en Guyane où je vis. Donc, sans vouloir donner une explication très concrète de la chose, je ne suis pas surpris. Moi, je pense que c'est à cause du fort taux d'abstention. Voilà, tout simplement. Et puis les gens, bon, ça ne leur dit rien. Moi, je dirais plus que c'est par rapport à la situation économique de la France veulent changer. C'est un problème politique. C'est les partis politiques guyanaises et françaises qui ne font rien pour pouvoir contrer le Front National. Pour la Guyane, c'est pas très bien parce qu'il y a tellement de populations différentes, tellement d'ethnies différentes. Je trouve ça franchement dommage. Pourquoi pas Front National aussi? Nous que c'est pas bon, nous que tirons, mais pourquoi pas? Vous dites aussi, comme cette dernière personne, pourquoi pas le Front National? Non. Bien entendu, je ne suis pas politique et je pense que des analyses politiques très fines
Il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux placés que moi pour le faire. Mais vous restez attentive à la chose politique. Oui. Au débat en général, oui. Oui, parce que avant tout, c'est un devoir du citoyen. Et ensuite, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que toute notre vie au quotidien, tout est régenté par, d'une certaine façon, par notre choix de vote. D'accord. Et on a vu par exemple que les étudiants ont manifesté en disant qu'on avait d'autres choix que le FN. Je me demande, et j'espère en tout cas, que la majorité d'entre eux ont voté. Parce que si ce qui n'a pas été le cas, il y a eu 80% d'abstention. Alors, justement, oui. Toute proportion gardée, il y a eu une... Alors, en Guyane, il y a peu ou prou 84 000 inscrits sur les listes électorales. Oui. Si vous ajoutez ça, entre guillemets, enfin, vous multipliez plutôt... 500 votants. Ça fait, en fait, pas un chiffre hallucinant en termes de vote pour le Front National. Cependant... Ce n'est pas très représentatif, selon vous? Alors... Je pense que ce n'est pas représentatif. Au prorata quand même des personnes qui ont voté, ils font quand même 14%. Alors je pense que ce qui s'est passé, c'est que justement les sympathisants Front National se sont déplacés. D'accord. Alors que nous n'avons pas réussi à mobiliser les supporters des autres partis. Maintenant, le point d'attention tout de même, c'est que on a vu qu'à un niveau national, une grosse majorité de jeunes ont voté pour le Front National. Je voudrais juste que l'on se souvienne que de jeunes, on en a beaucoup plus en Guyane qu'en France hexagonale, proportionnellement parlant. 50% de la population a moins de 25 ans en Guyane. Donc, c'est un record national. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces jeunes-là, les nôtres, il faut leur proposer quelque chose. Une vision, mais surtout, très concrètement, un emploi. Il faut qu'on puisse se développer sur le plan économique beaucoup plus en Guyane pour créer plus d'emplois. Sinon, qu'est-ce qui nous attend? Je ne sais pas, je pose la question. Et du coup, il faut un vote contestataire. Je pense que effectivement, le score du Front National se traduit en grande partie par de la contestation. Et ça, c'est tout le travail, en fait, pas Jean-Marie, mais de Marine Le Pen, d'avoir banalisé le Front National. Mais gardons en tête que ce n'est pas nécessairement un parti qui est, entre guillemets... gardons en tête son histoire. Son histoire. Alors, la Guyane est une terre d'accueil, vous l'avez dit il y a quelques instants. Vous êtes le parfait exemple d'une intégration réussie. La Guyane doit et peut réussir grâce à ses composantes ethniques. Elle doit et elle peut, exactement, comme vous l'avez formulé. Elle doit et elle peut, tout simplement parce que ces différentes composantes techniques, de toute façon, c'est l'histoire de la Guyane. Hormis les Amérindiens, qui sont les peuples autochtones, nous sommes en fait arrivés ici par vagues successives sur une échelle temporelle plus ou moins réduite. D'accord. Alors, après, les différentes composantes sont une richesse. Il faut qu'on arrive en fait à trouver un mode de fonctionnement, un consensus au niveau de la Guyane pour avancer tous ensemble. Et comme dirait mon père qui peut-être me regarde actuellement à Saint-Laurent, est guyanais celui qui a envie de mourir en Guyane. Et qui travaille en Guyane. Bien sûr. Alors, juste avant de se quitter, pour refermer ce cause hebdo, on va parler d'une formation pour les agriculteurs à Matiti. Une dizaine d'éleveurs de bovins ont pu remettre à niveau leurs connaissances afin d'améliorer le rendement de leur exploitation. Le reportage de Flore Vigneron et Nicolas Pouillot. Donc les bovins ont 3 estomacs et se nourrissent essentiellement à partir d'herbes, donc de fibres. Suspendus aux lèvres de Julie, la conseillère technique en élevage de bovins, les agriculteurs ne perdent pas une miette de ses explications sur l'alimentation de ces animaux. Face au rendement parfois très faible de certains de ces éleveurs, l'ingénieur a décidé de mettre en place ces formations. Au sein de la coopérative CEBOG, on s'est rendu compte qu'il y a de grandes différences de niveau de formation des éleveurs. Donc le but du jeu, c'est de remettre tout le monde à niveau sur des principes de base sur l'alimentation, la reproduction, la gestion des pâturages. Ces éleveurs guyanais sont tous motivés à l'idée de développer ou de consolider leurs connaissances. Éleveurs depuis 3 mois ou 20 ans, ils ont tous conscience de l'importance de cette formation pour l'avenir économique de leur exploitation.
Je pense que je peux faire mieux par rapport à ce qu'on a appris déjà et ce qu'on a appris dans les précédents cours. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait auparavant. Les formations qui sont dispensées à l'école pour les éleveurs, c'est souvent sur des données métropolitaines, donc qui ne sont pas adaptées au terrain guyanais. Donc nous, on fait des rappels de base. Voilà, le système digestif d'un bovin, en métropole ou en Guyane, c'est la même chose, sauf que la valeur alimentaire des pâturages n'est pas la même. Après l'alimentation des bovins, la prochaine session aura pour thématique leur reproduction. Avant de se quitter, la remise à niveau avec ces agriculteurs que l'on vient de voir, c'est selon vous un gage de réussite et d'excellence? Alors, les agriculteurs, n'oublions pas, ils ont la lourde responsabilité de nourrir les populations. Absolument. Donc, effectivement, c'est très important, je pense, de toute façon, quel que soit le métier, d'être à niveau, comme vous le dites. Merci Christine Schenk d'avoir accepté l'invitation d'Ecosé Hebdo et merci à vous. Voilà, et bon courage avec votre entreprise de pose de fibre optique. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Bon week-end.